Maintenant à Monsieur Nicolas Sansu pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Le projet de loi de finances pour 2025, présenté par le gouvernement de Monsieur Barnier, est à l'image de l'attelage baroque issu des élections législatives, où l'impéritie le dispute à la cacophonie. Je ne reviens pas sur ces curieuses passes d'armes de la Commission des finances, où les fondamentalistes macronistes se sont écharpés avec les laxistes libéraux, chacun renvoyé à l'autre le péché mortel, qui de l'augmentation des impôts, qui de la responsabilité de la dette. Cela prêterait à sourire si ce n'étaient les Français qui étaient les dindons de cette farce. Certains nous expliqueront qu'un déficit de 5,2 points de PIB serait la 11e plaie d'Égypte, alors que 4,9 nous mènerait au jardin d'Éden. Fadesque tout cela. Derrière les chiffres, il y a des femmes et des hommes. La satisfaction ou non des besoins sociaux et humains est tout simplement notre capacité à faire société dans un monde où les guerres font rage et où la préservation de la paix et de la vie devrait être notre seule boussole. La France est un pays riche, immensément riche, et s'abriter derrière le déficit et la dette, comme le font les forces macronistes, les forces de droite et d'extrême droite, pour tenter de corseter le partage de ces richesses, est une technique vieille comme ces forces-là, les forces réactionnaires. En fait, tout montre que la dette, les déficits, sont soigneusement entretenus par le désarmement fiscal, 62 milliards de cadeaux aux plus riches, par des choix de politique monétaire et de financement de l'économie qui laissent les marchés financiers dicter leurs lois, ne promettant que du sang et des larmes à celles et ceux qui travaillent, qui attendent des services publics performants, garants d'une véritable égalité. La réalité du pays est bien plus ambivalente que celle d'un pays exsangue au bord du gouffre, comme le décrit le gouvernement. Nous abritons des familles qui sont sur le podium des plus riches au monde. Nous avons des records de dividendes versés parmi les pays d'Europe, plus de 100 milliards pour les entreprises du CAC 40 en 2023. Nos 500 plus grosses fortunes ont vu leur patrimoine doubler en quelques années. Il y en a qui ne connaissent pas la crise. À l'autre bout du spectre, des millions de nos concitoyens souffrent, ne peuvent remplir le frigo, vivent la précarité énergétique et subissent la peur du lendemain. Ce sont celles et ceux qui se lèvent en Martinique pour combattre la vie chère et les oligopoles qui se servent sur le dos du peuple. Ce sont ces étudiants qui renoncent à des repas, faute de moyens et de loyers trop chers. Ce sont ces retraités obligés de reprendre une activité pour tout simplement survivre. Ce sont ces artisans et commerçants qui pâtissent de la perte des pouvoirs d'achat. Ce sont ces autres entrepreneurs, ces travailleurs ubérisés qui ne s'en sortent pas. Ce sont ces agriculteurs qui voient leurs revenus dégringoler, victimes d'un système où le prix payé ne couvre même pas la moitié des coûts de production. Ce sont elles et eux qui n'en se sortent plus dans un pays aux ressources et aux richesses incommensurables. Voilà notre France avec sa passion de l'égalité, brisée sur l'autel des puissants. Non, si crise il y a, elle n'est pas avant tout financière. Elle est écologique, sociale et démocratique. Démocratique car au-delà même du refus du président de la République de respecter les électeurs et les élections, nos concitoyens ne supportent plus que vous fracturiez la société. D'aucuns expliquent aux smicards que les difficultés sont de la faute de l'allocataire du RSA, ou à l'ouvrier français que c'est la faute de l'étranger, dans une course au bouc émissaire nauséabonde. Pour que nos sociétés soient unies, il est surtout essentiel que les choix collectifs que nous nous sommes fixés et dont nous sommes fiers, tels que la sécurité sociale, les grands services publics de la santé, de l'éducation, de la sécurité, de la justice, les services de proximité exercés par les collectivités locales, il faut que ces choix collectifs soient financés, renforcés, efficaces. Et le pendant de cela, c'est le consentement à l'impôt. Depuis trop d'années, la part belle a été donnée aux revenus financiers et à l'héritage contre les revenus du travail. Il est maintenant documenté que 10 points de notre produit intérieur brut sont passés de la rémunération du travail vers la rémunération du capital en 40 ans. La prégnance de plus en plus forte de l'héritage dans la constitution des patrimoines en est la plus grande illustration. L'ancien directeur de cabinet de Mme Pénicaud, ça ne s'invente pas, Antoine Fouché, sonne l'alarme dans son ouvrage qui vient de paraître, Sortir du travail qui ne paie plus. Il explique, je le cite, que quand on travaille, on garde 54 € sur 100. Quand on investit et que l'on touche des dividendes, c'est 70 € sur 100. Quand on hérite, on conserve 94 € sur 100. Il vaut mieux être bien né que travailler. Cette société de l'héritage et de la rente, c'est la négation des choix collectifs que nous avons faits et l'implosion du consentement à l'impôt dont les gilets jaunes ont pu donner un premier aperçu. Oui, vous amplifiez l'injustice fiscale, messieurs les ministres.
Aussi, quand le nouveau Front populaire propose des mesures de justice fiscale, comme un prélèvement de 2% calculé sur le patrimoine des ultra-riches, on va dire les 500 plus grosses fortunes, c'est une proposition de cohésion nationale. C'est la même chose pour la mise en œuvre d'une nouvelle architecture fiscale sur l'héritage qui ne toucherait que les 8% les plus riches, monsieur le ministre. De même, les profiteurs de crise, ceux qui ont réalisé des super profits ou ont distribué des super dividendes, doivent comprendre que le jackpot est terminé. Enfin, il faut cesser les mécanismes d'optimisation fiscale agressive qui combinent plusieurs dispositifs d'évitement de l'impôt, du Dutreil au démembrement en passant par les placements dans les holdings familiales. L'optimisation agressive, c'est le faux nez de la fraude et de l'évasion fiscale, évalué à 80 milliards d'euros et qui manque grandement à la France. De ce fait, plus de 50 milliards d'euros pourraient être dégagés et réorientés. La commission des finances a d'ailleurs voté de telles mesures avant que l'extrême droite, la droite et l'extrême centre ne fassent la grande alliance de la Villa Montmorency à Montretout pour s'y opposer au détriment de la justice fiscale. Cette réorientation devrait servir à contrer les inégalités sociales qui se creusent, comme le documente l'INSEE dans une étude récente. Contrer les inégalités sociales, c'est bien sûr prendre des mesures de pouvoir d'achat, par un relèvement du SMIC, du point d'indice des fonctionnaires, par la mise en place d'une véritable échelle des salaires. Mais c'est aussi permettre à chacune et chacun de bénéficier de services publics efficaces et performants. Les choix qui s'annoncent dans ce budget avec des coupes claires dans l'éducation, l'hôpital public, la mission travail, le sport, la politique de la ville, l'économie sociale et solidaire, les outre-mer sont autant de crédits qui feront défaut aux classes populaires. Votre génie, messieurs les ministres, pour toucher les couches moyennes et modestes est décuplé avec le décalage de la revalorisation des retraites, le déremboursement partiel de certains actes et médicaments qui entraînera l'augmentation des cotisations mutuelles ou les hausses de taxes sur l'électricité, si insupportables que vous voulez passer par des arrêtés pour vous cacher. Ce sont 10 à 12 milliards d'euros qui seront directement ponctionnés sur tous nos concitoyens pour préserver les plus aisés. Ce faisant, vous allez briser le peu de croissance qui pourrait se faire jour. En fait, avec ce PLF, vous faites tout à l'envers, en ne respectant même pas l'ambition essentielle d'une réponse à la crise climatique et écologique, niant l'actualité tragique des inondations de ces derniers jours. Vous n'êtes pas au rendez-vous de la crise climatique. Vous l'êtes d'autant moins que vous en rajoutez en affaiblissant les collectivités territoriales. Les 5 milliards annoncés sont en fait beaucoup plus si on y ajoute le gel de la DGF, c'est-à-dire 700 millions, l'augmentation de la cotisation CNRACL, 1,3 milliard, ou l'effondrement du fonds vert. Au total, c'est près de 9 milliards qui manqueront aux collectivités territoriales pour investir dans la transition écologique. C'est un très mauvais calcul. J'espère que collectivement, comme nous y enjoignent toutes les associations d'élus, nous réussirons à faire échec à ce funeste projet. Enfin, comment ne pas s'alarmer du manque de prise en compte qui confine au manque de vision des pays dits d'outre-mer. Les crises qui secouent les Antilles, la Kanaky Nouvelle-Calédonie ne sont pas des épiphénomènes, messieurs les ministres. Et le téléphone marche bien, monsieur Armand. Elles prennent racine dans la colonisation et le mode de développement qui en est résulté. Ne pas traiter cela par des actes politiques, par un soutien financier à la hauteur et ne compter que sur la force est une source non d'apaisement, mais d'embrasement. Ressaisissez-vous, messieurs les ministres, car tous les pays dits d'outre-mer sont dans une crise profonde. Pour finir mon propos, je voudrais insister sur la politique monétaire. Il existe plusieurs manières de financer les dettes souveraines des États. L'abandon de tout circuit du Trésor, fût-il européen aujourd'hui, nous place dans les mains des seuls marchés financiers dépendant des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne. Or, cela conduit à payer des intérêts qui atteignent des sommets de 33 milliards en 2022 à 56 milliards en 2024. Jusqu'où allons-nous accepter cette folie qui ne sert qu'à alimenter la financiarisation de notre économie sans maîtrise ni souveraineté ? La création d'un pôle public bancaire non contraint par l'exigence de rentabilité du marché, capable de réorienter l'épargne nationale vers les investissements sociaux et écologiques utiles, et ce en toute souveraineté, doit aujourd'hui être notre priorité. Il faut sortir de cette addiction au capitalisme financier débridé qui fait tant de mal à nombre de nos concitoyens, qui crée tant d'instabilité et de guerre, mais qui profite à une petite caste de multimillionnaires et de milliardaires qui sont, eux, les véritables assistés de notre société. Messieurs les ministres, le projet de loi de finances pour 2025 est la preuve que vous n'avez ni écouté, ni entendu le cri qui monte du pays, parce que les habitants de notre beau pays n'en peuvent mais de votre autosatisfaction permanente si loin de la réalité.
Vos choix sont dangereux pour l'avenir d'une France que vous contribuez encore à fracturer. Les députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine s'opposeront à cette première partie, à moins que l'esprit et les votes de la commission des finances sur les amendements de justice fiscale présentés par notre président transcendent notre hémicycle durant cette semaine. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est